Riposte de l'armée israélienne après des tirs d'obus contre des soldats de Tsahal. 3 membres du djihad islamique ont été tués dans un raid israélien à Gaza. Benyamin Netanyahou tente de calmer le jeu avec la Jordanie. Il exprime ses regrets aujourd'hui après la mort d'un magistrat jordanien tué par des soldats israéliens. Une enquête a été ouverte sur l'incident. Et puis la Crimée fait un pas de plus vers le rattachement à la Russie. Son Parlement a adopté il y a quelques heures une déclaration d'indépendance. C'était il y a 10 ans, jour pour jour, le 11 mars 2004. Des poseurs de bombes islamistes provoquaient la mort de près de 200 personnes dans le cœur de Madrid. 10 ans après les faits, le terrorisme est toujours à la une de l'actualité, mais il prend de nouvelles formes. C'est ce que nous allons voir avec nos invités ce soir. Jacques Neria, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien officier des renseignements militaires israéliens et notre rédacteur en chef, Michel Thoman. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors, on l'a dit, le terrorisme qui est toujours à la une de l'actualité, Jacques Neria, la piste terroriste qui ne doit pas être écartée, c'est la CIA qui le dit à propos de la disparition de cet avion de la Malaysian Airlines. Quelle est la thèse que vous privilégiez ce soir ? Et effectivement, c'est la thèse d'un enlèvement qui a échoué, terroriste. Sans doute que les terroristes qui étaient dans l'avion, nous savons qu'il y a déjà des passagers qui avaient de faux passeports, donc qui ont utilisé ces passeports pour pénétrer les mailles, je dirais, du réseau malaisien. Et c'est au grand désespoir, je dirais, du FBI, de l'Interpol et de tout le monde. Donc il y a une grosse faille énorme, et qui a permis à ces deux individus d'être dans l'avion. Sans doute, ils ont essayé de convaincre le pilote de changer de cap, les radars ont capté un changement de cap, et puis du coup l'avion a disparu des radars, ce qui sous-entend qu'il y ait eu ou bien je dirais un défaut technique des bombes qui étaient attachées au corps de ces deux individus, ou bien c'est tout simplement intentionnellement l'avion a tout simplement sauté. Alors ces deux individus dont vous nous parlez au passeport volé, Michel Thoman, eh bien, ce serait un Iranien qui leur aurait acheté leur billet. Est-ce que cette information suffit à évoquer, voire à étayer cette piste iranienne ? Écoutez, non, d'abord, moi je ne suis pas dans le secret de l'enquête, donc je n'en sais pas plus que ce qu'on lit dans les dépêches. Donc effectivement, c'est pas parce que quelqu'un est iranien qu'il est terroriste. En même temps, c'est pas parce qu'il est iranien, c'est en fait parce que le comportement apparaît suspect. Qu'il y a une interrogation. Et tant qu'on n'aura pas des réponses toutes simples à ces questions, je pense qu'on ne pourra pas extrapoler. Mais c'est vrai que à l'heure actuelle, la thèse de l'attentat est une des deux thèses, au même titre que celle de l'accident. La piste iranienne, vous y croyez, Jacques Neria ? Écoutez, les Iraniens sont capables de tout. On l'a déjà vu, ils sont capables même d'envoyer quelqu'un, je dirais un étudiant nigérian avec, je dirais, des langes imbibées d'explosifs. Et puis, heureusement qu'il y a eu un problème technique et puis l'avion n'a pas sauté. Donc, alors à partir de ce moment-là, on commence à comprendre que les intricacies, je dirais, du comportement iranien, ça commence très loin, ça part de l'autre côté, ça repart de l'autre côté, ça fait un grand tour et puis ça atteint finalement le but. Justement, parlons-en, où est-ce que ça va ? Est-ce que c'était bien l'avion qui était visé ou bien l'autre destination finale, c'était un autre objectif ? On pense par exemple à ces fameuses tours de Kuala Lumpur, le scénario du 11 septembre est dans toutes les têtes. Mais regardez la destination finale de ces deux voyageurs-là, c'était en Europe. Ils devaient arriver en Europe et non pas en Asie. Donc, en fin de compte, c'était un moyen d'arriver, c'était par le biais de ces passeports, de ces faux passeports, transiter par la Chine pour arriver en Europe. Ouais, donc toucher l'Europe comme il y a 10 ans, puisqu'on le rappelle, ces anniversaires des attentats de Madrid. On va en parler avec vous, Michel Thoman. Est-ce que les Espagnols, à l'époque, ils avaient été surpris ? Est-ce qu'ils ont tiré les leçons de ces attaques aujourd'hui ? Alors d'abord, les Espagnols ont été plus que surpris. Je pense qu'il faut rappeler le contexte politique de l'époque. On est le 11 mars, à 3 jours des élections législatives du 14 mars, donc du dimanche. L'équipe sortante, José María Aznar, ne se représente pas, mais c'est son parti qui est favori, avec à sa tête M. Rajoy. Et effectivement, à ce moment-là, la droite est favorite. Bon. Les Espagnols, dans leur ensemble, avaient été très choqués et en désaccord avec le gouvernement qui avait soutenu la guerre en Irak. Et en même temps, c'est pour des raisons économiques, parce que l'économie allait plutôt bien à l'époque, qu'ils allaient le reconduire. Et donc là, M. Aznar
a certainement paniqué à 3 jours de l'élection et son gouvernement a très vite désigné comme coupable potentiel l'ETA. Ce n'était pas sans raison, car l'ETA a commis de nombreux attentats en Espagne et qu'il y avait aussi des faits, par exemple le fait que les tueurs avaient des sacs à dos, ce qui était quelque chose qui était pratiqué par l'ETA. Il y avait des raisons de désigner l'ETA. Mais il n'empêche que le gouvernement Aznar, pour des raisons politiques, il y avait très peu de temps. Dans les quelques heures qui ont suivi l'attentat, à 2 jours des élections, ils ont désigné l'ETA et on s'est aperçu très vite que l'ETA n'était pas la seule piste, qu'il y avait une piste islamiste et il s'est avéré que c'était la piste islamiste qui était la bonne. Et alors, il y a eu un tremblement de terre politique incroyable. Les Espagnols ont eu l'impression qu'ils avaient été grugés, qu'ils avaient été trompés et ils se sont retournés contre... Les gens n'aiment pas être trompés, être manipulés. En quelques heures, puisque ça s'est joué, la campagne électorale était quasiment terminée, il y a eu un raz-de-marée dans l'opinion et il y a 10% de l'opinion qui a basculé d'un côté vers l'autre et c'est la gauche qui l'a emporté. Et derrière ça, il y avait quand même, je pense que l'Espagne est le pays qui était l'un des plus pacifistes, l'un des plus hostiles à la guerre en Irak et pour répondre à votre question, l'un des moins conscients du danger islamiste. Et c'est là la faille, c'est pour ça qu'on s'est attaqué à l'Espagne, parce que c'était une cible facile, Jacques Neria. Tout à fait. Et puis la preuve, c'est qu'après ces attentats-là, les forces espagnoles se sont retirées d'Irak et d'Afghanistan. Donc tout simplement, le but avait été atteint. Et aujourd'hui, elle en est où la lutte antiterroriste en Espagne et en Europe ? En Europe, écoutez, on avance dans ce domaine-là. Les libertés individuelles deviennent de plus en plus difficiles et malheureusement, je dirais, de temps à autre, il y a des défaillances qui sont tout simplement incroyables et impossibles à accepter, avec tellement d'argent qui a été dépensé, des milliards et des milliards de dollars, pour essayer d'enrayer ces efforts-là. Et malgré cela, nous avons Boston d'un côté, nous avons la Malaisie de l'autre, nous avons Burgos, nous avons la Thaïlande un peu partout. Le terrorisme était tout simplement pullule un peu partout. Malheureusement, il n'a pas été enrayé, bien au contraire. Alors vous l'avez dit, vous avez rappelé ces cas, et à l'époque, ces attentats de Madrid, Michel Thoman, ils avaient été précédés par d'autres attentats qui avaient beaucoup marqué. On pense bien sûr au septembre, aux attentats de Londres en 2005, mais on a quand même l'impression que ce terrorisme d'Al-Qaïda, il s'est déplacé de l'Occident vers le Moyen-Orient sur les champs de bataille. Avant de parler de ça, je voudrais quand même revenir sur la caractéristique, la particularité de ce type de terrorisme. C'est un terrorisme aveugle. Il y a eu dans l'histoire, depuis, disons, pour revenir à l'histoire contemporaine, depuis 150 ans, différents types de terrorisme. Notamment le terrorisme, par exemple, les Narodniki en Russie, les anarchistes qui faisaient des attentats ciblés. Ils ont tué le tsar Alexandre II en 1880, si mes souvenirs sont exacts. Vous n'étiez pas né, vous, Jacques. Bon. Non, mais mon père, oui. Ils ont tué le tsar. Ils ciblaient le dirigeant politique. Et je me souviens de cette anecdote de terroristes qui allaient tuer, je crois, le grand-duc. Et ils se sont aperçus qu'il y avait un enfant dans le carrosse du grand-duc et ils ont reculé. Là, on est face à un autre type de terrorisme qui ne cherche pas à cibler des responsables ou des gens qui sont considérés comme responsables, mais un terrorisme aveugle. Le 11 septembre, à travers les 2 tours, on a visé un symbole, mais il y avait parmi les victimes, il y avait des musulmans. Il y avait des gens qui étaient hostiles au gouvernement américain. Il y avait des gens qui étaient hostiles à Israël. On vise de manière aveugle. Et là, le 11 mars 2004, on a visé la foule anonyme des gens qui allaient au travail, dans 4 trains, dans des trains. C'est-à-dire qu'on a visé à l'aveugle des gens qui n'étaient responsables de rien. C'est pas comme quand on vise le siège d'un parti politique ou lorsqu'on vise un état-major. C'était un phénomène relativement nouveau à l'époque, Jacques Neria ? C'est un phénomène qui est tout à fait caractéristique, je dirais, du terrorisme islamique. Donc, tout au long de l'histoire, il y a eu les assassins, donc les premiers assassins. Puis Zachachine, oui, au XIe siècle. Donc, on a vu ça un peu partout. C'est toujours un terrorisme qui vise à terroriser, à paniquer, je dirais, l'entourage et surtout à faire peur. Donc, à partir du moment où les gens ont peur, il y a une certaine influence qui s'établit et c'est ce que les terroristes veulent faire. Donc, et voyez vous avez cité des exemples. Regardez ce qui se passe en Irak. On est en train de faucher des centaines et des centaines d'Irakiens, des milliers par mois, sans distinction si c'est chiite ou sunnite. C'est tout simplement
des hommes suicidaires qui se font éclater un peu partout. Vous parlez de l'Irak, justement. On voit quand même qu'il y a eu un déplacement de ce terroriste de l'Occident. Mais là, tout juste, j'allais vous dire que vous vous trompez parce qu'il y a eu, pas mal d'attentats qui ont été déjoués. Je vous rappelle le célèbre attentat où 12 avions devaient décoller d'Europe pour aller aux États-Unis et exploser en plein air. Donc, cela a été déjoué. Il y a eu aussi d'autres attentats. Donc, c'est la lutte antiterroriste qui a porté ses fruits. Si aujourd'hui, l'Occident est épargné par le terrorisme relativement, c'est parce que la lutte antiterroriste a porté ses fruits, Michel Thomas? Oui, je pense. C'est-à-dire que les Occidentaux, contrairement aux Israéliens, n'étaient pas habitués à ce type de danger. Et donc la police, les services de sécurité, les services de renseignement se sont adaptés depuis le 11 septembre 2001. Il y a eu une véritable panique dans tous les pays occidentaux parce qu'on a cru, après le 11 septembre, qu'il y aurait beaucoup d'attentats de ce type-là. Et donc il y a une coordination des polices, ça très importante, je crois, des services de renseignement. Et effectivement, ce n'est pas parce que les terroristes se sont convertis et ont de bonnes intentions, qu'il n'y a pas eu d'attentat. Mais c'est parce qu'on en a déjoué beaucoup et parce qu'aujourd'hui on peut les prévenir en amont. Ça ne veut pas dire qu'on est à l'abri d'un nouvel attentat. Parce que les terroristes, les futurs terroristes, sont en train de se préparer. Alors, regardez par exemple le cas de Merah, Mohamed Merah. Le solitaire, c'est le nouveau visage du terrorisme. C'est les solitaires, c'est tout simplement la nouvelle doctrine d'Al-Qaïda qui est là. Il faut tout simplement faire le djihad tout seul et non pas en groupe. Il faut essayer de tuer autant que possible. Et donc, on voit, mais la faille dans le système français réside où? Il était en prison, il recevait des cassettes. Personne ne savait qu'est-ce qu'il y avait dans cette cassette-là. C'était des cassettes qui le poussaient à être beaucoup plus extrémiste et tout ça. Et c'était des cassettes qui convainquaient le Merah que c'était la bonne voie. Mais aucun de ces deux géoliens ne savait de quoi il s'agit. Donc on lui donnait Vous pointez du doigt les services de renseignement, mais quand même, ça complique la donne d'avoir affaire à des loups solitaires. Mais regardez, vous avez plus de 15 000, mais vous avez plus de 15 000 volontaires aujourd'hui européens qui viennent de tous les pays du monde entier, qui sont en train de se battre en Syrie, qui vont retourner en Europe, qui, après avoir été formés dans les armes, dans les explosifs et dans la guérilla. Et là, ça représente une menace pour le pays d'origine. Mais là, vous avez raison. Vous avez raison. C'est-à-dire que quand même, en fait, il n'y a pas une strate de terrorisme qui annule la strate précédente. Il n'y a pas un nouveau type de terrorisme qui annule le terrorisme précédent. Il y a des couches qui s'ajoutent. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, le lieu d'affrontement, le lieu essentiel d'affrontement est au Moyen-Orient. C'est en Syrie, c'est en Irak que se situe le principal affrontement. Et c'est la fitna, c'est l'affrontement au sein de l'islam. Et c'est vrai que, par exemple, prenons un exemple, le Hezbollah. Le Hezbollah, aujourd'hui, concentre toutes ses forces, non pas à lutter contre Israël, qui était son ennemi déclaré, mais à lutter contre d'autres musulmans en Syrie et à défendre le régime de Bachar el-Assad. Donc on a un déplacement, et c'est vrai que c'est aujourd'hui au cœur du Moyen-Orient que se concentre ce combat. C'est un camp d'entraînement, vous nous le disiez, en réalité, le Moyen-Orient, pour ces loups solitaires qui reviennent après en Europe, en Occident? Tout à fait, je dirais, c'est le point de rencontre, c'est le point d'explosion entre, je dirais, l'Occident et l'islam. C'est une explosion qui a été perpétrée par les Américains. Les Américains, en s'engageant dans les années 80 aux côtés des talibans pour chasser les soviétiques d'Afghanistan, ont tout simplement créé le monstre. Le monstre a pris la place des soviétiques et s'est ensuite vengé contre les Américains. Et à partir de ce moment-là, ce siècle-là, ce début de siècle, c'est un affrontement entre l'islam extrême et l'Occident. Vous êtes d'accord, les États-Unis auraient pu éviter l'avènement de ce nouveau terrorisme? Il y a un affrontement entre l'islam extrême et l'Occident, mais il y a un affrontement au sein de l'islam lui-même. Au sein de l'islam. Il y a plusieurs affrontements. Qui a dégénéré. Mais vous êtes d'accord, il y a une responsabilité, une erreur stratégique des États-Unis? Alors après tout, on peut toujours trouver des responsabilités. Mais c'est vrai que, par exemple, au moment de la révolution iranienne, les Américains, à un moment donné, ont abandonné le Shah, mais le Shah lui-même n'était plus en état de gouverner. Ils ont fait l'erreur de ne pas soutenir la troisième voie incarnée par Bakhtiar, et ils se sont raconté l'histoire qu'il y aurait une ceinture verte comme l'islam, qui allait en Iran, en Afghanistan, protéger les alliés des États-Unis, les protéger des Soviétiques. Mais à l'époque, le danger principal, c'était quand même les Soviétiques. Donc on ne peut pas sortir les problèmes de leur contexte. L'administration Obama avait décidé que les frères musulmans devraient régner au Moyen-Orient. Ils ont tout fait pour cela, et malheureusement, tout est tombé. Alors, à part ça, moi je pense qu'aujourd'hui,
l'administration Obama, mais aussi les autres chancelleries occidentales, font un constat quand même très, très, très sévère et très cynique de la réalité. C'est que, contrairement à George Bush, qui rêvait d'exporter la démocratie en tout le Moyen-Orient, d'un grand Moyen-Orient, eux, ils font un constat à minima, c'est qu'aujourd'hui, cette région est un foyer de violence terrible, et le chaudron de la marmite du diable, d'une certaine manière, où on a à la fois les armes de destruction massive, les armes chimiques qu'on essaye de contrôler en Syrie, la potentielle arme atomique en Iran qu'on essaye de contrôler, et on a aussi des gens qui sont prêts à s'en servir, parce qu'il y a des pays qui ont des armes atomiques, et on les connaît, les grandes puissances, qui ne s'en serviront pas, en tout cas pas dans n'importe quelle condition, qui s'en serviront de manière défensive. Là, on a la possibilité et le risque d'avoir n'importe quel groupe qui, se dotant de ces armes de destruction massive, peut aller les transporter, les utiliser n'importe où dans le monde. Et c'est là le vrai danger, et je crois que ce qu'essayent de faire les grandes puissances, c'est d'essayer de contrôler ce danger. La seule erreur, je pense, c'est qu'ils ne réfléchissent pas aux solutions politiques. Ils ne voient les problèmes qu'à courte vue. Mais la situation est assez grave et elle est très inquiétante avec tout ce qui se passe autour d'ici, autour d'Israël et dans la région du Moyen-Orient. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, messieurs Jacques Néria et Michel Thoman, d'avoir participé à ce débat. À suivre tout de suite dans le Grand Direct. L'invité reste avec nous.